va un peu passer sur cette extraordinaire carrière. Ce qu'on a vu à Angoulême, c'était justement qu'on ne se rend vraiment pas compte de toutes les facettes qui composent la carrière de Milo. Toi, tu étais un étudiant au lycée artistique de Beaux-Arts, architecture, et là, tu faisais des tableaux, et à un moment donné, tu réalises ce tableau. C'est dans quelle année et pourquoi? Oui, le tableau, c'est l'adieu à la peinture, quoi. La vache, c'est la peinture. On avait réussi à les trouver chez toi, les premiers dessins que tu avais faits pour te présenter les éditeurs. J'ai honte. On dessine une jolie fille. Et on la place dans un décor. Le décor, peut-être qu'il y a une fenêtre, qu'il y a un siège, etc. Moi, je dessine la fenêtre, je dessine le siège aussi. Mais personne ne s'aperçoit qu'il y a aussi la fenêtre. Et on regarde juste la jolie fille. Mais c'est pas ma faute, ça. Moi, j'emploie le même amour, la même passion pour dessiner la fenêtre. Mais j'ai l'impression que personne ne me connaît comme un dessinateur de fenêtres. Là, c'est Genius, c'est de la gauche, c'est la toute première page publiée. Alors là, j'étais vraiment très jeune. C'était un jeune dessinateur qui commençait les fumetti. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans que j'ai fait ce dessin. On a raconté avec un ami scénariste la stratégie de l'attention. Ça qu'en Italie on appelle la stratégie de l'attention. C'est-à-dire une bombe qui a éclaté dans le 12 décembre de 1969 à la Banque de l'Agriculture, Piazza Fontana à Rome, à Milan. Et là, ça commençait vraiment tout une saison, ça qu'on appelait la saison du plomb. D'ailleurs, on voit là la troisième de couverture, c'était une bande dessinée commanditée par le Parti socialiste italien qui l'avait fait sortir avec leur quotidien, l'Avanti, et qui avait été tiré en plusieurs centaines de milliers de copies, la bande dessinée. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que c'est la première histoire que j'ai fait à un certain niveau. Mais moi, j'avais déjà publié en France, chez Larousse. J'ai dessiné pour l'histoire de France, voilà, l'histoire de France, après l'histoire de la découverte du monde. J'ai dessiné beaucoup pour Larousse. Ah oui, là, c'est la première page, la première planche de mon première histoire de laquelle j'écris aussi le scénario. C'est Hugo Pratt qui m'a obligé à écrire mon scénario. Comme il y avait un éditeur belge, mais qui publiait en France, les magasins à suivre, qu'il était venu en Italie pour acheter aussi les singes. Alors je dis, bon, je regrette, mais c'est déjà vendu. Et alors, Pratt m'a donné un coup de pied sur la table et m'a dit, non, tu es en train de faire une autre histoire, mieux que le singe. J'ai dit, non, c'est bon. Et il m'a obligé, il m'a dit, je te jette dans l'eau, tu dois apprendre à nager. On voit la première page d'un chef-d'œuvre Un été indien, un italien tutto ricominciò con un'estate indiana, qui voit Pratt au scénario et toi au dessin. Tu nous racontes comment est né, parce que Pratt n'était pas habitué à travailler avec des dessinateurs. Non, il n'a jamais écrit de scénario pour quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je suis le seul pour lequel il a écrit le scénario, 2 scénarios, on avait même des autres projets. Une histoire de laquelle j'ai beaucoup de nostalgie, je l'ai dessiné vraiment dans une félicité absolue, parce que le scénario c'était très très beau. Et travailler avec Hugo Pratt, c'était aussi amusant, il était quelqu'un de très
très amusant. Il jouait bien, il chantait bien, il voyait bien. Comme il était vénitien, il n'avait pas le permis de conduire et la voiture non plus. Et donc, moi, oui, j'avais la voiture aussi, et donc je faisais le chauffeur. Moi, comme j'étais vraiment fanatique de Fellini, j'exagérais un peu. Au lieu de faire une image, je fais une petite histoire de 4 pages qui s'est titrée sans titre et termine avec les mots sans fin. Et je ne savais pas, mais Fellini l'a beaucoup apprécié, surtout les mots final. Comme il m'a dit qu'il était tellement déçu quand il était un gamin, quand il allait au cinéma, il était tellement déçu de voir les mots fin à la fin du film, après 2 heures de rêve, qu'il disait si jamais je ferais du cinéma, je n'écrirais jamais les mots fin. Et en effet, dans son film, il n'y a jamais le mot fin. Alors moi, j'écris sans fin. Je suis tombé bien et il a aimé cette petite histoire. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit qu'il était touché par cette histoire. L'enfer de Manara, évidemment, voilà. avec le déclic. Oui. Le déclic qui a été ton succès planétaire, en effet. Tu t'attendais pas du tout. C'était une commande de la revue Playmen, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, il y a eu beaucoup de chance dans le monde entier. Ils ont même fait tirer un film par cette histoire. Et moi, je n'avais aucune idée du succès qu'il aurait eu ensuite. C'est juste une blague, un peu comme ça. C'était pour soit moquer un peu de certaines hypocrisies bourgeois. Alors il y a une femme très snob, oui, et aussi glaciale, qui a horreur de l'érotisme et de tout ça, qui à un moment donné, par une télécommande comme ça, se déchaîne tout son érotisme dans la tête. Et c'est une façon pour dire que même pour nous, tout ça qui nous dégoûte, peut-être que pour nous autres soit aimable. Là, on voit Lucius ou Landor, qui est un roman latin, un des peut-être plus importants récits du classique. Oui, il est connu comme un Landor, mais le titre complet, c'est Les Métamorphoses de Lucius. Lucio Puleio, c'est l'écrivain, c'est très drôle, très amusant, c'est vraiment un conte délicieux. On a mis cette image d'Andrea Pacienza, quelqu'un l'a peut-être reconnu, une photo de vous deux, parce qu'on arrive à... Je suis à la droite. On arrive à ta dernière œuvre, qui est le Caravage, et pour lequel Caravage jeune t'a choisi justement le visage de Andrea Pacienza. Oui, Andrea Pacienza c'est un grand dessinateur, grand auteur de bande dessinée italien qui, je crois qu'il sera connu même à l'extérieur, comme il est très très connu en Italie, mais il sera connu quand on trouvera traducteur à le même niveau. Parce qu'il faisait un texte que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, très lyrique, mais aussi il utilisait beaucoup d'argot, de mots qu'il même a inventé, lui. Et là, c'est les dernières 2 pages. Là sont les dernières 2 pages. Je n'ai pas voulu montrer Caravage mort, et donc j'ai voulu le montrer sur le visage de la fille. On termine, comme on a terminé l'expo, avec cette image que tu as réalisée à la suite des attentats de Charlie Hebdo. On voit Georges Wolinski, justement, qui, après avoir publié Le Singe, est devenu un de tes meilleurs amis dans la profession. Comme Charlie Hebdo, après les massacres, on demandait aux dessinateurs de faire une image pour faire un livre à Londres,
soit financier, comme ils ont eu des dommages énormes. Et donc moi, j'ai décidé de montrer comme Georges Wolinski, il était tout à fait innocent. Il n'a jamais manqué de respect pour la religion. Et je crois que les premiers à pleurer pour la mort de Georges Wolinski sont les femmes musulmanes, je crois, parce qu'il était vraiment un défenseur des droits des femmes. Donc je crois que c'était un peu comme ça.